Un peu de moi et beaucoup de questions essentielles. J'ai commencé ma carrière d'écologiste et de marin de la marine savoyarde il y a environ 40 ans. C'était en 1972, juste après mai 68, dont je fus l'un des trublions. Cette année-là, j'ai rencontré le commandant Cousteau, j'ai embarqué avec lui, et le premier livre que nous avons écrit ensemble était consacré au problème de l'énergie. Nous savions déjà deux choses essentielles. Primo, que les combustibles fossiles ne sont pas éternels et que leur utilisation engendre des pollutions de l'atmosphère et un réchauffement climatique. Et secondo, que les besoins de l'humanité s'accroissent et qu'un jour ou l'autre, notre espèce coincera sur les questions d'énergie. Nous savions par ailleurs que le nucléaire ne pourrait jamais être la solution. Et personnellement, j'ai écrit mon premier livre sur cette question en 1976, 3 ans avant Three Mile Island et 10 ans avant Tchernobyl. Nous avions tiré de ces constatations une première leçon. Nous pensions que l'humanité devrait se lancer rapidement et hardiment dans l'utilisation des énergies nouvelles. Je me souviens avoir défendu dès cette époque, avec le commandant Cousteau, l'intérêt de l'énergie éolienne offshore, l'intérêt du solaire offshore, de l'énergie des vagues, de celle des courants, de celle des marées, de celle des gradients thermiques et des gradients de salinité. Je me rappelle de nos projets de fermes marines où nous cultivions des algues qui pouvaient nous apporter une biomasse absolument incroyable, convertible en hydrogène ou en nourriture pour les poissons. La deuxième leçon que nous avions déjà tirée de nos constatations était que notre espèce avide et imprévoyante doit être sobre, qu'elle a l'obligation de réduire de façon drastique ses consommations d'énergie si elle veut éviter les scénarios du pire. Nous savions tout cela, nous l'avons écrit, raconté dans des films, exposé dans les conférences. Nous disions aussi que la société de consommation n'était peut-être pas le nec plus ultra du bonheur des hommes, c'était le temps où Ivan Illich lançait le mot de convivialité. À cette époque, en 1972, l'humanité comptait 4 milliards d'individus. Nous disions que pour accomplir dans de bonnes conditions ce que nous appelions déjà la transition énergétique, nous disposions d'un demi-siècle. Les 4/5 de ce demi-siècle se sont évanouis. Nous ne sommes plus 4 milliards d'humains, mais 7 milliards 200 millions, avec ce qui n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire des pays émergents très peuplés et tout aussi avides de ressources que nous-mêmes. Aujourd'hui, nous savons ce qu'il faut faire vite, consommer moins d'énergie et accompagner cette mutation en développant résolument les énergies renouvelables dont nous parlions déjà il y a 40 ans. Nous savons aussi ce qu'il ne faut pas faire. Je ne reviens pas sur le nucléaire. Chacun de nous peut se faire une opinion en imaginant sa maison dans la zone interdite de Tchernobyl ou de Fukushima. Les énergies fossiles nous conduisent à une autre forme de suicide collectif. Le pétrole se raréfie et nous croyons malin de le remplacer par du charbon, des schistes bitumineux, des sables asphaltiques ou des gaz de schiste. Mais il y a un chiffre que je veux citer, Benoît Leclerc l'a déjà évoqué, et qui est terrifiant, c'est le chiffre 400. 400 parties par million de gaz carbonique dans l'atmosphère. Lorsque les scientifiques ont commencé à mesurer ce critère, il y en avait 360. Avant l'ère industrielle, il était de 280. Nous avons donc passé les 400. Je rappelle que les recommandations des spécialistes répétées, serinées lors de la conférence des Nations Unies de Copenhague en 2009, étaient que nous ne devions à aucun prix dépasser une hausse de 2 degrés de la température moyenne de la Terre en 2050. Et que pour obtenir ce résultat, nous sommes dans l'obligation de diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à ce qu'elles étaient au début des années 90. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, nous ne divisons pas par 2 nos émissions de gaz à effet de serre, nous sommes en train de les multiplier par 2, c'est-à-dire que nous allons 4 fois trop vite, 4 fois trop mal, 4 fois trop fort. Alors, que se passera-t-il si nous persévérons dans cette inconscience? Eh bien, nous dépasserons allègrement les 2 degrés de réchauffement global en 2050 et nous atteindrons, selon les projections actuelles, les 4 à 6 degrés en 2100. Alors, plus personne ne maîtrisera plus rien.
je vais raconter une petite histoire qui s'est passée il y a 250 millions d'années, à la fin de l'ère primaire, parce que ça s'est déjà produit. À la fin de l'ère primaire, l'homme n'était pour rien dans l'événement, il n'était même pas en projet dans les cartons de l'évolution. À cette époque, de gigantesques volcans se sont éveillés en Sibérie en vomissant des nappes de lave qu'on appelle des trappes, plus vastes que la France. Les cratères ont craché des quantités phénoménales de gaz carbonique et la température moyenne de la Terre a augmenté de 4 degrés Celsius. Mais c'est alors que s'est produit un rebond absolument terrifiant. Les glaces polaires ayant fondu les océans ont absorbé davantage de chaleur. Les organismes du plancton sont morts à cause de l'acidification des mers. Et on sait que ce sont les principaux puits de carbone de notre planète. Par ailleurs, de gigantesques quantités de méthane, jusque-là fixées au fond des mers et dans le sol gelé des régions polaires, ont été rendues à l'atmosphère. Or, le méthane est 23 fois plus efficace, entre guillemets, que le gaz carbonique comme gaz à effet de serre. Le résultat est que la température moyenne de la planète, il y a 250 millions d'années, s'est élevée de plus de 10 degrés, après une première phase à 4. Des catastrophes épouvantables s'en sont suivies, et le résultat essentiel, c'est que 90% des espèces ont disparu. 90% des espèces. La plus grande extinction de masse de l'histoire du globe a été produite par un réchauffement climatique initial de 4 degrés environ, qui a été suivi d'un rebond implacable à plus de 10 degrés. Nous commençons à entrevoir que ce pourrait être l'avenir de nos enfants à la fin du XXIe ou au début du XXIIe siècle. Je veux rappeler que parmi les lignées zoologiques disparues à la fin du primaire, je vous invite à conclure. Il y avait un groupe, je conclus, de poissons qu'on appelait les poissons cuirassés. Ils étaient dominants dans les océans. Tous les poissons cuirassés ont disparu parmi les 90% des espèces. Et j'espère que nous n'en ferons pas partie. Je remercie notre noble assemblée de poissons cuirassés de m'avoir écouté. Merci, j'espère que ça ne sera pas le sort qui nous a réservé. Madame Robert.